Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'analyse à froid de la rencontre qui opposait le FC Barcelone au Deportivo Alavés. Victoire 3-0 du FC Barcelone. Dans cette vidéo-là, on va revenir sur les 5 choses, les 5 enseignements à retenir de ce match-là qui précède la trêve internationale. Victoire tranquille, 3 points d'avance sur le Real Madrid. Tout le monde est content et il va falloir maintenant assurer au retour de la trêve en espérant que celle-ci ne nous pompe pas trop, mais bon. On va en revenir plus tard dans la vidéo. Donc dans cette vidéo-là, on va parler des 5 enseignements à retenir de ce match-là, que ce soit collectivement ou individuellement par rapport à certains joueurs en question. Donc sans plus tarder, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par le premier enseignement à retenir de ce match-là, qui est tout simplement Monsieur Iñaki Peña. Alors, concernant Iñaki Peña, déjà il y a quelques semaines, je crois, après l'arrivée de Chesney, j'avais fait une vidéo où je disais que l'arrivée de Chesney allait créer une concurrence entre les deux. Ils allaient se partager les minutes, un peu comme ça s'est passé entre Kepa et Lulin quand Courtois n'était pas là la saison dernière. Mais au vu du match que moi j'ai vu hier, au vu de la prestation que nous a sorti Iñaki Peña là, moi, je pense quand même que ça y est, c'est terminé. À part peut-être des matchs de Coupe du Roi où tu as envie vraiment de faire tourner, et même là encore, il faut voir. Je pense que ce n'est plus la peine de le titulariser dans les matchs, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions en fait. Parce que ce gardien ne dégage aucune sérénité en fait. Et je ne vais pas abuser, je ne vais pas dire qu'il est nul, qu'il ne connaît rien et tout, non. Parce que pour moi, ça, c'est une analyse assez faussée. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'on le ramène au Barça? C'est le fait qu'il sorte une grosse prestation contre le Barça en Ligue Europa quand il était là-bas à Galatasaray. Donc moi je pense quand même que c'est un gardien qui est fort, c'est un gardien qui a le niveau, mais il fait partie de ces joueurs-là qui brillent dans des clubs moyens. Parce que vous savez, il y a deux types de joueurs. Il y a des joueurs qui sont très forts dans des clubs assez moyens et tout, mais lorsqu'ils vont dans des clubs à pression, lorsqu'ils vont dans des clubs où il ne faut pas faire d'erreur, là où il y a une surmédiatisation et tout, il commence à devenir un peu plus fébrile parce que hier, le match qu'il nous fait là, déjà tu gagnes 3-0 tranquillement en Liga à l'extérieur, mais ton gardien ne dégage aucune sérénité, il balance des ballons comme ça dans la surface, un ballon qu'il est censé capter tout doucement, il porte ça encore dans la surface et tout. Donc franchement, tu sens qu'il n'est pas là mentalement. Et si dans un match de Liga où tu mènes déjà 3-0, ça se passe comme ça, imaginez dans un match à tension, dans un Classico par exemple ou dans un huitième de Ligue des Champions. Imaginez ce que ça pourrait être en fait. Donc moi je ne vais pas me dire qu'il n'a pas le niveau, qu'il est nul et tout. Moi je vais juste le ranger dans cette catégorie de joueurs là qui ne réussit pas dans les gros clubs. Ça me rappelle un peu Jovic au Real Madrid qui chaque fois qu'il retournait à Francfort devenait fort. Ça me rappelle Valère Germain lorsqu'il a rejoint l'OM où il a perdu toute sa confiance, où il est devenu un peu plus brouillon et tout. Donc moi, je pense quand même qu'il y a des joueurs comme ça qui sont faits pour des clubs assez moyens. Tu le ramènes à Galatasaray, je suis sûr qu'il va performer. Ou dans un club un peu moins relevé, je suis sûr qu'il va performer. Donc, par rapport à Iñaki Peña, je pense que la meilleure solution, ce serait bon de le garder en tant qu'alternative, bien sûr, en tant que gardien remplaçant, au cas où il y aurait un problème avec Chesney. Mais je pense que Chesney va devoir passer devant lui, logiquement, parce que moi, j'étais parti dans une logique de partager les matchs entre eux, voir ce que ça donne, est-ce que ça peut élever son niveau de jeu. Mais là, franchement, je pense que ce n'est plus du tout la peine d'opter pour cette alternative-là. Et il va falloir qu'on compte vraiment, franchement, sur le niveau de Chesney pour pouvoir tenir la baraque du Barça. Parce que aller en Ligue des Champions ou aller dans un grand match comme ça avec un Iñaki Peña qui est un gardien qui tremblote, qui n'a pas de sérénité et tout, et qui transmet cette peur-là à cette défense, franchement, c'est pas du tout la peine, c'est pas du tout productif. On passe maintenant au deuxième enseignement à tirer de ce match-là, qui est tout simplement l'alignement très haut de la défense du Barça. Alors, on en avait beaucoup parlé ces derniers temps, mais il n'y avait pas un chiffre pour illustrer cela. Et hier, c'était tellement une folie parce que là, je pense que sur le match d'hier, il y a eu 13 hors-jeu, ne serait-ce que sur le match d'hier seul. Et après, la stat a circulé. Donc, finalement, dans la stat, le Barça est l'équipe qui met le plus hors-jeu ses adversaires, que ce soit en Liga et surtout en Europe aussi, dans les 5 grands championnats européens. Le Barça est premier avec 61 hors-jeu créés pour ses adversaires. Et dites-vous que le deuxième club en Europe, c'est Brighton avec 31 hors-jeu créés. Donc, près de 2 fois ce que le deuxième club a fait en Europe. Et quand on prend seulement la Liga, le deuxième club, c'est Osasuna avec 26 hors-jeu créés pour ses adversaires. Donc, le Barça a une terrible avance sur cette statistique. Et cette statistique-là, elle a quand même de quoi faire marrer. Parce que tu te dis qu'Hansi Flick, c'est un fou en fait. C'est un fou.
Il n'a pas commencé aujourd'hui. Cette manière de jouer là, il le faisait déjà avec le Bayern Munich. Et là même, c'est un truc qui est dans l'ADN des coachs allemands et tout. Jouer très haut, s'en foutre des contres et tout. Jouer très haut comme ça. Donc franchement, cette stat quand même a de quoi faire rigoler tout le monde. Mais c'est toujours un jeu assez risqué, c'est vrai. Plus il y a de risques, plus il y a de gains et tout. Mais attention quand même, moi, ce jeu de pressing très haut là, il ne me dit pas grand chose du moment où tu sais que tu joues une équipe lambda, bon, ou une équipe un peu plus moyenne et tout, style Alaves, style Valladolid, style même Villarreal, ça a fonctionné et tout. Mais moi, je me pose des questions quand tu vas jouer des clubs un peu plus relevés, quand tu auras des joueurs tactiquement beaucoup plus intelligents qui vont déjà voir ce Barça-là, qui l'ont déjà observé. Parce que tous les clubs qu'on va jouer prochainement, ils observent le Barça, que ce soit le Real Madrid, que ce soit le Bayern Munich et tout, ils observent tous le Barça. Du coup, ils vont déjà préparer des trucs pour contrecarrer cela. Et si tu viens encore une fois avec ce bloc haut là, et je pense qu'Hansi Flick va le faire parce que c'est un entraîneur qui ne va pas changer sa manière de jouer, peu importe l'adversaire, je crois, à voir ce que ça va donner. Parce que dans ce genre d'équipe là, le Bayern ou le Real Madrid, tu auras des joueurs tactiquement, comme je le disais, un peu plus intelligents, un QI football beaucoup plus élevé, et des joueurs aussi qui auront une coordination, qui auront un timing en termes de passe qui sera beaucoup plus juste que des équipes que tu as affrontées jusque-là. Donc, attention quand même à ne pas se faire ouvrir contre le Bayern Munich. Par exemple, tu as des Moussiala, des Leroy Sané, des Gnabry et tout qui peuvent aller en profondeur, Coman, j'en passe et tout. Et contre le Real Madrid, n'en parlons pas, tu as du Rodrigo, du Vinicius, du Mbappé et tout. Et la plupart d'entre eux vont même rester au Real Madrid pour la trêve internationale. Mbappé et Vinicius, par exemple, vont y rester, donc ils seront frais pour le retour. Donc attention quand même à ce jeu-là. Même si je ne pense pas que Hansi Flick puisse changer cette stratégie-là, parce qu'il a toujours joué comme ça, en tout cas la plupart du temps. Chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a toujours joué comme ça, avec un bloc très haut, en espérant que ces joueurs s'alignent très bien défensivement. Donc, à voir quand même lors des grands matchs ce que ça va donner, cet alignement défensif-là. On passe maintenant au troisième enseignement à retenir de ce match-là, qui est Monsieur Robert Lewandowski. Alors, Robert Lewandowski fait quand même un très gros début de saison, franchement, parce que là, je crois qu'on en est à 12 ou 11 matchs en tout. Il en est à 12 buts, 10 buts en Liga et 2 buts en Ligue des Champions. Il fait un très bon début de saison. Il est beaucoup plus efficace que ce qu'on a connu récemment de Robert Lewandowski. Et aussi, il y a beaucoup plus d'occasions qui le sont en fait. Je pense même qu'avec un peu plus de précision devant le but, facile, il aurait pu mettre 5 ou 6 buts ou 7 buts même en plus sans exagérer, parce qu'il y a des matchs où il a raté énormément d'occasions aussi. Donc ce chiffre-là, il a beau être impressionnant, mais je pense qu'il aurait même pu faire beaucoup mieux. Mais sur cette dernière semaine, on a quand même vu Lewandowski en feu, parce que mine de rien, cette semaine, il marque 5 buts, 2 buts en Ligue des Champions lors de la semaine et 3 buts. Hier maintenant en Liga, un triplé, 5 buts en une semaine pour un attaquant, c'est très bien. Ça va lui redonner de la confiance, surtout à l'approche de grandes échéances comme celle qui arrive là juste après la trêve, Séville, Bayern, Real Madrid. Et c'est ça qu'on va attendre de Robert Lewandowski en fait. On espère que pour lui la trêve va bien se passer, mais c'est ça qu'on va attendre de lui, parce qu'il a toujours été pointé du doigt pour sa présence dans les grands matchs, les grands rendez-vous et tout. C'est ça qu'on va devoir scruter maintenant, parce que c'est très bien de se mettre en confiance, de beaucoup marquer contre des équipes un peu moyennes, même si moi je ne suis pas de ceux qui dénigrent ces stats là, qui disent ah, il a marqué contre les petits seulement. Non, tout but est à prendre en compte, parce que tous les joueurs ne marquent pas de la même façon contre des petits, contre des équipes moins relevées et tout. Il l'a fait, on sait que c'est un serial buteur. Mais là où on va devoir l'attendre beaucoup plus, ce sera dans des matchs comme le Bayern Munich, en sachant qu'il y a cela 2 ans, qu'on les a affrontés, il a raté beaucoup d'occasions lui aussi. Il fait partie de ceux qui ont contribué à notre défaite là-bas, donc j'espère qu'il aura l'occasion de se racheter. Et également lors du Classico, on espère qu'il sera présent. Jusque là, il n'a pas encore marqué un seul but contre le Real Madrid lors des Classicos en Liga, parce qu'il a marqué un but en Supercoupe. Je ne parle pas de ça, ça c'est la Supercoupe d'Espagne, mais je parle surtout en Liga. Il n'a pas encore marqué un but contre le Real Madrid, donc j'espère quand même que pour l'attaquant qu'il est, pour le serial buteur qu'il est, ça va être également un élément à prendre en compte en termes de motivation pour lui, pour pouvoir affronter ces grands matchs-là. Dans le Lewandowski, il n'y a rien à dire. Gros début de saison de sa part.
Maintenant, on va attendre de voir contre les gros et voir ce que ça va donner parce que c'est sur ça souvent qu'on juge ce genre de joueur-là. S'il fait de gros matchs contre ces équipes-là, je pense que là, sa confiance sera maximale et sa saison sera pour une fois de bon lancée totalement. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu peux être une bonne dynamique et rencontrer deux équipes comme ça, cadeaux vraiment européens, qui vont te rentrer dedans. Et dès que tu vas perdre ce match-là, ça peut remettre en question tout ton début de saison en fait. Je me rappelle de la saison passée où tu perds ce Classico aller à domicile avec le doublé de Bellingham qui change pratiquement tout. C'est là que la descente aux enfers du Barça a commencé. Mais bon, on n'en est pas encore là cette saison. Donc on va compter sur Lewandowski pour le reste de la saison et surtout pour ces gros matchs-là qui arrivent déjà très vite et voir ce que ça va donner. On passe au quatrième enseignement à retenir de ce match-là qui est la paire Pedri et Casado. Alors, on a un milieu de terrain qui tourne très bien, mais les joueurs qui en ressortent clairement en ce début de saison, c'est tout simplement M. Pedri et M. Casado. Alors, on va y aller cas par cas. Concernant Pedri, déjà, pour lui, c'était attendu. On ne va pas dire que c'est une surprise parce qu'on connaissait tous le niveau global de Pedri. On savait que s'il était épargné des blessures, en fait, ce serait tout simplement un top player comme il est en train de l'être actuellement. Donc, sur Pedri, il n'y avait pas trop de doutes. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour moi, je l'avais même dit dans une vidéo il y a quelques jours, j'ai l'impression de redécouvrir Pedri en fait. Parce qu'on a tellement été privé de lui, on l'a tellement vu de façon séquencée par moment qu'aujourd'hui, quand je le revois jouer comme ça, 90 minutes, enchaîner les matchs, faire des récupérations, balancer des ballons, sa vision de jeu et tout, je sens que c'est comme si je suis en train de redécouvrir le joueur en fait. Alors que non, Pedri a toujours joué comme ça et ça fait vachement plaisir de le voir à ce niveau-là parce que c'est un joueur qui franchement est exceptionnel. Certes, en termes de statistiques, les gens ont tendance à pointer ça du doigt pour le minimiser face à certains joueurs à qui on le compare, que ce soit les Musiala, les Bellingham et tout. Mais Pedri, en termes de maîtrise de balle, en termes de conservation de ballon au milieu, en termes de dicter le tempo d'un match, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le regardent dans les yeux au monde aujourd'hui. Je dis bien au monde aujourd'hui. Donc franchement, Pedri fait un très gros début de saison et l'une de ses qualités les plus sous-estimées, c'est la capacité à récupérer le ballon parce que j'ai vu une stat, je ne me rappelle plus trop, où il faisait partie des joueurs qui ont récupéré le plus de ballons en Liga. Alors que quand tu le vois avec le ballon, balle au pied et tout, tu penses que ses seules qualités se limitent à ça en fait. Alors que non, ses seules qualités ne se limitent pas à la vision du jeu, aux qualités de passe et tout. Ça se limite également à la qualité de récupération parce qu'il faut savoir que Pedri fait également énormément de courses et des fois même quand il lance des actions comme ça, ça part souvent d'une récupération de balle. Donc par rapport à Pedri, il n'y a pas grand chose à dire, on le connaît tous, on sait que c'est un top player. Le joueur à mettre le plus en avant, c'est plus Monsieur Marc Casado. Comme je le disais dans le débrief hier, c'est un joueur qui a une très grande mentalité parce qu'il faut savoir qu'il est parti de très très loin. Comme je le disais, il y a longtemps qu'il aurait dû rejoindre l'équipe première, mais il y a plein de coachs qui ne lui ont pas fait confiance. Donc, il était tout le temps recalé et il voyait tout le temps un jeune de la Masia passer devant lui, rejoindre l'équipe première et tout. Cette année, ça n'a pas été le cas. Il a été pris avec l'équipe d'Hansi Flick, mais même quand il a été pris, il y a Bernal qui est passé devant lui, qui a logiquement été titulaire. Donc, c'était lui qui était censé jouer le plus de matchs et lui, il était censé jouer un second rôle sur le banc. Et la blessure de Bernal maintenant a fait qu'il va jouer un peu plus. Donc, on a commencé à le voir un peu contre Valladolid. On s'est dit, bon, là, c'est Valladolid. On va voir quand le niveau va se lever. Contre Girona, il fait un grand match. Il fait d'ailleurs une passe pour Pedri lors de ce match-là. Contre Monaco, malgré le carton rouge, il a été ceux qui ont maîtrisé ce milieu de terrain-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque fois, il levait son niveau de jeu. Et franchement, Marc Casado, aujourd'hui, je me demande s'il ne va pas bousculer la hiérarchie. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire par là que Pedri, Casado, ils sont forts, donc Frenkie non ne sert à rien. Non, c'est pas ce que je dis, parce que je ne suis pas de ceux qui disent ça. Ce que je dis, c'est que en termes de hiérarchie, c'est-à-dire quand je parle de hiérarchie, c'est que il y a un certain nombre de matchs où tu sais que tu dois aligner ton milieu type. Et là, il va falloir aligner son milieu type. Si les titulaires qui sont derrière ne se prennent pas en charge, je pense quand même que Marc Casado peut aller gratter une place dans ce milieu de terrain. Là, je veux parler surtout de Frenkie de Jong, parce que je pense que dans les grandes oppositions, les trois places au milieu de terrain seront peut-être Dani Olmo, Pedri et Casado ou De Jong. Donc je pense que De Jong va devoir élever un peu plus son niveau de jeu s'il veut bousculer la hiérarchie, s'il veut récupérer une place dans ce milieu de terrain là. Maintenant, à voir si le système de jeu de l'équipe ne va pas progresser ou pas, mais de ce qu'on voit actuellement, je pense quand même que Casado est en train de s'imposer comme un titulaire en force dans ce milieu de terrain là. Après, bien sûr, il y aura des matchs où tu vas faire tourner
où tu n'auras pas tout le temps 11 types. Là, tout le monde pourra jouer, que ce soit les Gavi, les Fermin Lopez et j'en passe. Mais en termes de hiérarchie, je pense quand même que si Casado continue comme ça, et là aussi pour lui, il y aura des grands matchs à venir bientôt, Bayern, Real Madrid, tout ça, ce sera un test pour tout le monde en fait. Après ces grands matchs-là, tu pourras tirer maintenant de très gros enseignements. Parce que tous les enseignements qu'on tire là, bien vraiment, on a affronté de très grandes équipes. Le calendrier du Barça n'a pas du tout été facile jusque-là. Mais c'est des matchs où tu te dis, bon, ils ont été bons, mais il faut attendre encore contre les plus gros. Et c'est après les matchs contre les plus gros qu'on va voir de quoi est capable chacun. On pourra avoir un échantillon, une idée de ce qu'ils pourront faire plus tard dans la saison quand il y aura des matchs qui comptent vraiment. On passe maintenant au 5e point à retenir de ce match-là, qui est tout simplement que les retours des joueurs feront du bien après la trêve. Parce que on l'a vu, contre Osasuna, tout simplement le Barça avait un effectif limité comme on l'a dit. Et je pense que le mercato pour nous cette saison, c'est décidément le retour des joueurs en fait. Parce que quand tu sais que tu auras du Gavi, je pense qu'il va revenir juste après la trêve si je ne me trompe pas. Olmo également qui est déjà sur le retour. Frenkie qui vient de revenir mais qui va prendre de plus en plus de minutes après la trêve. Ansu Fati également, tu vois que là on commence à avoir un banc de qualité. On commence à pouvoir faire tourner plus facilement dans certains secteurs de jeu. Certes, l'effectif reste encore limité sur certains aspects. Koundé par exemple au poste de latéral droit, même si là-bas il y a été faute. Défense centrale, il n'y a pas trop d'options parce que tu as du Dominguez. Latéral gauche, tu as Gérard Martin. Donc, il y a des postes encore où il faut avoir un peu plus d'options, plus fournies. Mais globalement, quand même, avec le retour des joueurs que je viens de citer là, au milieu de terrain, tu as quand même beaucoup plus d'options. Il y a Fermin aussi qui va venir au milieu que j'ai oublié. Donc, tu as beaucoup plus d'options par moment. Et j'espère vraiment que la trêve ne va pas nous plomber parce que généralement, qu'est-ce qui se passe au Barça quand tu récupères des joueurs? La trêve te les reprend. La trêve te reprend quand même d'autres joueurs. Donc j'espère pour tous les joueurs qui vont partir à la trêve, que ce soit Rafinha avec les décalages horaires pour le Brésil là-bas, que ce soit Lamine Yamal avec l'Espagne et tout, que tout va bien se passer. Lewandowski pareil. Donc voilà, on va espérer que la trêve ne nous plombe pas encore une fois comme on a l'habitude avec le Barça ces dernières années. Et on va suivre tout ça et voir ce que ça va donner. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Les 5 enseignements à retenir de cette victoire contre le Deportivo Alavés. Si vous avez des enseignements que je n'ai pas cités dans cette vidéo, écrivez-les moi en commentaire, je lirai tout ça. Prenez donc tout soin de vous les amis et à très vite.